Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria. Vous allez vous calmer et accepter mes conditions, ou vous devrez faire face aux conséquences. L'argent ou le plomb? L'histoire de Pablo Escobar a été portée à l'écran à plusieurs reprises. Des stars comme Benicio del Toro et Javier Bardem ont incarné son personnage. Chacun de ces projets proposait sa propre vision. Parfois, l'histoire d'Escobar était vue par un jeune amoureux de sa nièce, parfois par une journaliste et maîtresse, ou encore du point de vue du narcotrafiquant lui-même. Certains projets sont aussi menés par les Colombiens eux-mêmes. Qui mieux qu'eux saurait comment il était vraiment? Une série assez détaillée de 74 épisodes. Pablo Escobar, El Patron del Mal, c'est-à-dire Pablo Escobar, le protecteur du mal. Toutes ces adaptations sont intéressantes à leur manière, mais c'est la série Narcos de Netflix qui a véritablement élevé la barre à un tout autre niveau. Je vais te donner $1 million, mais à une condition. Dis-moi le nom et tu n'auras plus jamais à partager avec moi. Et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Narcos ne montre pas seulement Pablo Escobar lui-même, mais aussi tout un pan de l'époque des cartels, la politique, la pauvreté, l'influence des États-Unis. Ce n'est pas simplement la biographie d'un bandit, mais la chronique d'un pays tout entier, déchiré par les guerres de la cocaïne. Deuxièmement, la série évite toute forme de romantisation. Ici, Escobar est à la fois père, tueur impitoyable, leader charismatique et monstre. Les auteurs ne dictent pas aux spectateurs comment le considérer, mais laissent de la place à une évaluation personnelle. Troisièmement, l'histoire est également racontée à travers les yeux de ceux qui le poursuivaient. Je passe la parole à Javier Peña. Peña est un connard, mais c'est mon gars. Le gars, c'est moi, Steve Murphy, agent de la Drug Enforcement Administration. Les agents Murphy et Peña deviennent des héros tout aussi importants que Pablo lui-même. De plus, Murphy et Peña ont servi de consultants pour les scénaristes et acteurs. C'est pourquoi la série elle-même transmet tout de manière plus ou moins fidèle. Néanmoins, au début de chaque épisode, nous voyons un avertissement. La série s'inspire de faits réels, mais certaines scènes, personnages, noms, titres, incidents, lieux et événements ont été créés pour la dramaturgie. Cela signifie qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant dans cette série. Steve Murphy lui-même a déclaré dans une interview « 30% de tout ce qui est dans la série est la pure vérité. Encore 30% sont vrais avec quelques réserves et exagérations. Le reste est pure fiction. » En effet, certains moments de la série sont tellement incroyables que pour quelqu'un qui ne connaît pas la biographie d'Escobar, il est difficile de croire que cela s'est réellement passé ainsi. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce que la série nous a caché et au contraire ce qu'elle a embelli. Si jamais vous ne savez pas très bien qui est Pablo Escobar, ce qui, honnêtement, est peu probable, ou si vous n'en avez entendu parler que vaguement, voici quelques faits qui parlent d'eux-mêmes. C'est un homme qui, à son époque, contrôlait jusqu'à 80% du marché mondial de la cocaïne. Sa fortune, à son apogée, était estimée à 30 milliards de dollars. Pour comprendre l'ampleur, en 1989, le budget de sa Colombie natale, à ne pas confondre avec le produit intérieur brut, était légèrement inférieur à 10 milliards de dollars. Et la fortune personnelle d'Escobar était estimée à 30. Autrement dit, un seul Escobar aurait théoriquement pu, pendant 3 années consécutives, subvenir aux besoins de tout le pays, payer les retraites, les salaires des fonctionnaires, financer l'armée et les écoles. Il était si riche que certains disaient qu'il dépensait des millions, juste pour des élastiques à billets, mais c'est surtout une légende. J'ai vérifié. Escobar pouvait à la fois figurer sur la liste des personnes les plus riches du monde, selon Forbes, et sur la liste des criminels les plus recherchés de la planète. Il commanditait des meurtres, faisait exploser des avions et construisait des hôpitaux pour les pauvres. Craint des présidents, il était adoré dans les quartiers pauvres de Medellín. Avant de se demander à quel point la série Narcos est fidèle à la réalité, il vaut mieux d'abord évaluer l'acteur principal, Wagner Moura, et le comparer à d'autres acteurs qui ont déjà incarné Pablo Escobar. Parmi eux figurent des stars comme Javier Bardem, connu pour son rôle d'Anton Chigurh. Choisissez.
Choisir. Oui, on joue à quoi? Choisis, simplement. Et Benicio del Toro, ce même Alejandro Isicario de Denis Villeneuve... Maintenant, tu vas connaître Dieu. Comment Wagner Moura, moins connu, a-t-il réussi? Sinon surpasser, du moins ne pas perdre la face à de telles stars. Pour que le contraste soit plus évident, commençons par un petit extrait d'une véritable interview d'Escobar, puis voyons comment 4 des interprètes les plus connus l'ont joué à l'écran. Voici Pablo Escobar joué par Benicio del Toro. Voici comment Javier Bardem l'a joué. Tu es si à l'aise à la télé. Comment tu fais? Tu penses que je pourrais y arriver? Ça ne s'améliore pas. Voici Escobar interprété par Andrés Parra. Et enfin, Escobar interprété par Wagner Moura. Je ne vais pas classer les acteurs selon leur ressemblance. On peut en discuter dans les commentaires, si vous le souhaitez. Mais je tiens à souligner Javier Bardem, qui m'a personnellement paru très convaincant. Ne te compare jamais à ma femme, ni ne prononce Victoria. Elle était là quand j'étais sans argent. Cependant, la ressemblance physique n'est de loin pas le facteur principal. Il est bien plus important que l'acteur sache transmettre le caractère et les émotions du personnage, ainsi que la façon dont le scénario et la mise en scène sont conçus. C'est là que les nuances clés apparaissent. Tout d'abord, la notoriété de Javier Bardem et Benicio del Toro leur a joué un mauvais tour dans ce cas. Ce n'est que mon avis, mais vous pouvez en discuter dans les commentaires. Mais quand je regarde Escobar, interprété par Bardem, je ne vois pas Escobar, je vois Javier Bardem jouant Escobar. Parce qu'il traîne derrière lui le poids de sa popularité. Bardem est charismatique, mais ses traits sont trop reconnaissables. Même avec du maquillage, on voit que c'est Bardem. Ils ne se font pas dans le personnage, il reste une star qui joue Escobar. C'est la même chose pour Benicio del Toro. Quant à la patrie d'Escobar, c'est-à-dire la Colombie, là-bas la référence absolue reste Andrés Parra dans la série El Patrón del Mal. Pour les Colombiens, il est le vrai Pablo, ayant su transmettre ses manières et son caractère. Mais il y a encore un autre point extrêmement important. Pour ceux dont l'espagnol n'est pas la langue maternelle, tous les Espagnols semblent plus ou moins parler de la même façon. Benicio del Toro et Javier Bardem ont l'espagnol comme langue maternelle. Mais Benicio del Toro est portoricain et il a déménagé aux États-Unis à l'adolescence. Et Bardem est né aux îles Canaries, en Espagne. Et leur accent et leur façon de parler l'espagnol sont très différents de ce qu'on peut entendre en Colombie. De plus, même en Colombie, la façon de parler n'est pas la même partout. C'est l'un des pays avec la plus grande diversité dialectale dans le monde hispanophone. On divise généralement le pays en plusieurs régions dialectales, et la façon de parler d'un habitant de la côte de Carthagène est différente de celle d'un habitant des hauts plateaux de Bogota ou du sud de Pasto. Medellín se trouve dans le département d'Antioquia, dont les habitants sont appelés paisas, et leur accent est l'un des plus connus et caractéristiques de la Colombie. Pour une oreille étrangère, la différence est minime, voire inexistante, mais pour les Colombiens, ils perçoivent instantanément la façon de parler des leurs et des autres. Ainsi, ni Del Toro ni Bardem n'ont autant marqué les locaux qu'Andrés Parra, un vrai Colombien. Ils avaient l'air en l'air, convaincants, mais ils ne parlaient pas comme des Colombiens. Quant à Wagner Moura, là, c'est une histoire vraiment intéressante. En fait, pour rendre la série plus authentique, Netflix a pris une décision risquée. Et ils ont fait une grande partie des dialogues en espagnol, ne donnant la traduction qu'en sous-titres. Quel est le risque, me demanderez-vous? En fait, pour quelqu'un qui n'est pas natif de la langue,
Moura est très convaincant et personne n'a jamais pensé à douter qu'il n'était pas colombien. Mais le fait étant que Wagner Moura est brésilien et sa langue maternelle est le portugais. Pour le rôle de Pablo Escobar, il a spécialement appris l'espagnol à partir de 0. Un non-natif ne remarquera rien, mais pour les hispanophones, l'accent portugais est clairement perceptible, sans parler des Colombiens pour qui c'est tout simplement insupportable, comme l'a si bien écrit un journaliste du Guardian. C'est comme si quelqu'un avec un fort accent du sud des États-Unis jouait Sherlock Holmes. En ce qui concerne l'accent, seul Andrés Parro a réussi à le reproduire parfaitement. On peut obtenir une copie extérieure parfaite. Mais transmettre l'essence intérieure de Pablo, c'est déjà un tout autre niveau de tâche, où le rôle décisif n'est pas seulement joué par l'acteur, mais aussi par le scénario et la mise en scène. C'est pourquoi parlons-en aussi un peu. La ressemblance visuelle n'est pas tout. Il est aussi crucial que l'acteur transmette l'image, l'émotion, le scénario et la vision du réalisateur. Et là, il y a des nuances. Javier Bardem a interprété Escobar en mettant l'accent sur sa relation passionnée avec la journaliste Virginie Vallejo, rôle joué par Penélope Cruz, qui est d'ailleurs l'épouse de Javier. J'aime ta façon de rire, comme dans ton émission. L'histoire est vue à travers une femme, et Javier Bardem incarne Escobar de façon plus sensuelle, parfois idéalisée, laissant parfois apparaître sa cruauté bestiale. Le jeu de Javier Bardem a été salué, mais le film jugé trop mélodramatique. Le film avec Benicio del Toro est raconté du point de vue d'un jeune Canadien qui tombe amoureux de la nièce de Pablo. Del Toro a souligné le charisme et la douceur presque paternelle dissimulant la cruauté. Maria, c'est comme ma fille. Tu l'aimes ? Oui. Les critiques ont remarqué son jeu, mais le film lui-même n'est pas devenu un grand événement. Il a été perçu davantage comme un thriller que comme un portrait profond d'un baron de la drogue. Escobar. El Patron del Mal est extrêmement détaillé, mais en termes de genre, il se rapproche davantage d'un feuilleton. La série n'est pas aussi connue en Europe ou aux États-Unis, mais en Colombie, elle a eu un énorme retentissement et de nombreux Colombiens considèrent encore ce couple comme le plus ressemblant et le plus authentique. Pour le reste du monde, l'Escobar le plus célèbre à l'écran est désormais Wagner Moura. En tant que Paulo Escobar. Quel est donc son secret ? Pour ce rôle, il a subi une transformation sérieuse. Comme je l'ai déjà dit, l'acteur, qui ne parlait pas du tout espagnol auparavant, a appris la langue à partir de 0. Il a pris plus de 10 kilos pour que sa démarche et la lourdeur de ses mouvements paraissent convaincantes. Il a longuement travaillé sa manière de se tenir, cette gestuelle lente et un peu lourde de Pablo. Oui, les Colombiens ont tout de suite remarqué que ce n'était pas leur accent. En même temps, Mori a su transmettre l'essentiel, l'apparence et le contraste intérieur d'Escobar. À la fois un père aimant et un criminel impitoyable, un homme ambitieux, un politicien et le chef d'un cartel. Ce n'est pas un hasard si l'acteur a admis que ce rôle avait été difficile pour lui, affirmant que vivre dans la peau d'Escobar avait brisé sa santé mentale. Il était tellement pénible de vivre chaque jour la cruauté et la dualité de ce personnage. Et c'est peut-être ce prix intérieur qui a rendu son interprétation si convaincante. Et maintenant, après avoir compris à quel point l'acteur était naturel dans le rôle d'Escobar, passons directement à la série elle-même. Que veut dire précisément Narcos ? Grâce à la série et à son influence sur la musique pop, Narcos est devenu une sorte de gangster, plus cool, stylé, brutal et même idéalisé. Mais c'est un sens secondaire, apparu plus tard sous l'influence des médias. Pour les hispanophones, Narcos paraît dur et direct. Ce n'est pas un boss ni un don, mais un mot de la rue. C'est l'abréviation de narcotrafiquante, trafiquant de drogue. Le mot est souvent utilisé dans les actualités et le vocabulaire de la police pour désigner précisément les criminels. Pour les Colombiens ou les Mexicains, les narcos, c'est comme chez nous les bandits, mais avec un lien avec la drogue. C'est pourquoi Netflix n'a pas cherché à réinventer la roue et a pris ce mot bien connu de tous les hispanophones, Los Narcos.
Les créateurs comprenaient aussi qu'on ne pouvait pas faire une série sur Pablo Escobar comme une pure fiction. Pour que l'histoire soit crédible, ils avaient un besoin d'une base réelle. C'est pourquoi il est devenu absolument nécessaire d'impliquer dans la série ceux qui ont été directement témoins de ces événements. C'est pourquoi il a été décidé de faire appel à un agent de la Drug Enforcement Administration américaine, Steve Murphy, celui qui a participé à l'opération de recherche et de capture de Pablo Escobar. Aujourd'hui, Steve Murphy et Javier Peña, deux agents de la Drug Enforcement Administration, sont accusés d'avoir provoqué la souffrance et la mort du narcotrafiquant colombien Pablo Escobar. Steve Murphy avait déjà tenté de collaborer avec des cinéastes à l'époque, mais toutes ces tentatives avaient échoué. D'ailleurs, fait amusant, dans une interview, Steve Murphy a dit qu'il n'avait aucune envie de participer au projet et qu'il avait immédiatement refusé. Mais Eric Newman, producteur de la série, lui a proposé de se rencontrer dans un restaurant à Washington où Steve vivait, et Murphy a accepté surtout pour profiter d'un bon repas gratuit. Murphy a ensuite fait venir Javier Peña. Dans la série, Boyd Holbrook et Pedro Pascal les ont incarnés. Les acteurs ont été envoyés pendant une semaine à l'académie de gestion. Ils ont suivi une formation aux côtés des cadets, assisté à des cours, fait de l'entraînement physique tous les jours, tiré sur les stands de tir, appris le travail sous couverture et pratiqué les arrestations. C'était une semaine complète d'entraînement intensif. Ainsi, l'authenticité à l'écran était garantie par de véritables agents de la brigade antidrogue. Ils expliquaient tant comment les opérations se déroulaient réellement, comment la brigade travaillait en Colombie, quels étaient leurs alliés et quelles erreurs ils avaient commises. C'est pourquoi beaucoup de ce que vous voyez à l'écran est la pure vérité. Alors, quels sont les événements de la série qui semblent incroyables aux spectateurs, mais qui sont pourtant absolument réels ? Tout d'abord, l'élection de Pablo Escobar au Congrès. Je suis fatigué que le pays soit dirigé par des oligarques. C'est une guerre entre les gens qui détiennent le pouvoir et les pauvres, les faibles. C'est un fait absolument réel, même si dans la série, cela peut sembler être un rebondissement scénaristique trop audacieux. En 1982, Escobar est effectivement entré au Parlement colombien en tant que député du Parti libéral. C'était une étape clé dans la stratégie d'Escobar pour légaliser son statut et acquérir l'immunité politique. En tant que membre du Congrès, il bénéficiait de l'immunité, ce qui rendait sa poursuite judiciaire beaucoup plus difficile. Lors des rassemblements, il avait l'air d'un véritable candidat du peuple. Il se rendait dans les quartiers pauvres, distribuait de l'argent, promettait des logements et des projets sociaux. Sa mère participait activement à la campagne électorale, notamment auprès des habitants des favelas. Ce n'était pas un bandit, mais un homme du peuple qui avait réellement fait plus pour eux que l'État. C'est précisément grâce à cela qu'il a obtenu le soutien qui lui a permis de percer dans la grande politique. Cependant, sa carrière politique a été de courte durée. En 1984, le ministre de la Justice de Colombie, Rodrigo Lara Bonilla, a publiquement accusé Escobar d'avoir des liens avec le trafic de drogue et a présenté des preuves qu'il avait commencé comme un chef criminel. L'argent sale issu de la vente de drogue a fortement influencé les processus politiques. Ouvrons les yeux et voyons la lumière. Un scandale a éclaté, après quoi sa carrière politique s'est effondrée. Au final, cela a conduit à un autre événement qui est parfaitement représenté dans la série. Il s'agit de l'assassinat de Rodrigo Lara Bonilla par les hommes d'Escobar, le 30 avril 1984. Bogota, le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, achève sa journée. Vers 18h50, il quitte le bureau et monte dans une Mercedes-Benz E-Bluff 23 blanche, immatriculée FD 5883. Des voitures de sécurité l'escortent à l'avant et à l'arrière. Quelques semaines auparavant, Lara avait reçu des menaces directes, des appels, des insinuations, des avertissements. Les militaires insistèrent pour changer d'itinéraire et passer à une voiture blindée, mais le ministre a refusé. La voiture roule sur l'autoroute, s'approchant de l'intersection avec la rue 127. À ce moment-là, une moto rejoint le cortège. Bayron de Jésus Velasquez, dit Quesito, conduit. Ivan Dario Guisado est à l'arrière. Il rattrape rapidement la voiture et, une fois à sa hauteur, Guisado ouvre le feu avec une mitraillette de calibre 45.
Selon différentes estimations, il tire entre 22 et 25 balles. Les balles traversent la portière de la voiture, blessant mortellement le ministre. La voiture perd le contrôle et s'arrête. Le chauffeur survit miraculeusement, mais Rodrigo Lara Banilla meurt sur le coup à l'âge de 37 ans. Les assassins tentent de fuir, mais la sécurité du ministre tire et tue le tireur. La moto dérape et Velasquez est arrêté par la police. Plus tard, il avoue avoir reçu 500 $ pour avoir participé à l'assassinat de l'un des hauts responsables du gouvernement. Cet attentat a profondément choqué le pays. Un cartel de la drogue a attaqué ouvertement et cyniquement un haut responsable politique pour la première fois. Pour la Colombie, ce fut un tournant décisif, après quoi le gouvernement et l'armée ont lancé une guerre à grande échelle contre Escobar et le cartel de Medellín. Dans la série, la scène de l'assassinat du ministre est montrée telle qu'elle, exactement comme elle s'est déroulée. Je vous conseille de porter un gilet pare-balles jusqu'à votre départ. Vous sentez-vous responsable? Il ne l'a pas mis. Ça ne l'aurait pas sauvé. C'est précisément cet événement qui a définitivement transformé Pablo d'un député du peuple en ennemi public numéro 1. Finalement, toute cette confrontation a conduit Escobar à devoir chercher un compromis avec les autorités, ce qui a amené Pablo dans la soi-disant prison de la cathédrale. C'est sûrement le moment le plus marquant de sa biographie. Je pense que c'est précisément grâce à cela que Pablo Escobar est devenu si célèbre dans le monde entier. Pour tous ceux qui ont un peu étudié la biographie d'Escobar, l'épisode de la cathédrale est bien connu. Mais pour ceux qui découvrent cette histoire pour la première fois, une telle scène ressemble à une pure invention de scénariste. Une prison luxueuse avec billard, bar, filles, piscine et vue sur Medellín. Et tout cela pour le criminel le plus dangereux de la planète. Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je connais chaque centimètre de ces montagnes. D'ici, nous verrons tout. Tu veux construire une prison? Pas une prison, un château. L'histoire est aussi étonnante. Au début des années 90 en Colombie, le pays était ravagé par la violence. Les autorités cherchaient désespérément à stopper la vague de crimes et de meurtres. À l'époque, le procureur général Gustavo de Greive était un juriste instruit, bien plus doux et libéral que le président. C'est lui qui a proposé un schéma douteux, un programme de reddition volontaire. Le principe était simple. Si tu es un criminel, tu peux te présenter toi-même à l'État, avouer un seul crime, purger ta peine, mais obtenir le pardon pour tout le reste, même pour un meurtre. Officiellement, il s'agissait de donner au cartel une chance de déposer les armes, mais en réalité, c'était une tentative naïve de négocier avec le diable. Le président César Gaviria, dont le parti est arrivé au pouvoir sous le slogan « Arrêtons la violence en Colombie », s'est emparé de cette idée. Il pensait qu'il valait mieux une ombre de paix que la guerre sans fin. Le gouvernement insistait aussi sur l'extradition des trafiquants de drogue vers les États-Unis, où ils risquaient de vraies peines et non des sanctions symboliques dans leur pays. Sous la pression croissante des États-Unis et du gouvernement colombien, Pablo Escobar a opté pour la ruse. Le président n'a pas encore accepté nos conditions principales. S'il le fait, nous nous rendrons. Son principal objectif, éviter l'extradition vers les États-Unis. Pour lui, c'était pire que la mort elle-même, parce qu'en Colombie, il se sentait maître de la situation, alors que dans une prison américaine, il ne serait plus personne. Et c'est alors qu'une idée assez audacieuse lui est venue à l'esprit. Pour commencer, il a envoyé l'un de ses subordonnés tester comment fonctionnait ce système de reddition volontaire. Tout s'est bien passé. Il a ensuite envoyé quelqu'un d'autre, et cela a aussi marché. Et un beau soir, le téléphone a sonné chez le procureur général Gustave de Greive. Escobar l'a appelé personnellement et a dit « Je veux me rendre volontairement aux autorités ». Gustave de Greive répond « Monsieur Escobar, c'est merveilleux. Merci pour votre coopération. Nous cherchons à ramener la tranquillité dans le pays. » Mais Pablo précise « Attendez, j'ai des conditions. Je ne veux pas juste venir et me rendre. Je construirai moi-même ma prison parce que les vôtres ne sont pas sûrs. Je la construirai et la paierai personnellement pour ne pas dépenser l'argent des contribuables. » Le procureur général accepte.
Ensuite, Pablo ajoute « Pour ne pas alourdir les Colombiens avec des impôts, je paierai moi-même la sécurité afin qu'ils me protègent vraiment et n'essaieront pas de me tuer. » « D'accord, » répond le procureur général. « Je sélectionnerai moi-même les détenus. Nous serons 14 et je dois être sûr que ces personnes pourront me défendre si les Américains, la police ou les militaires arrivent. » « D'accord, » répond encore de Grave. Et encore une chose, ni les Américains, ni la police, ni les militaires ne doivent s'approcher de ma prison à moins de 3 kilomètres. Et s'ils essaient en soudain de m'enlever... D'accord, répond de Grave. Et enfin, je n'y passerai pas plus de 5 ans. De Grave a accepté. Nous nous sommes libérés de la tyrannie. Vive la Colombie, bande de salauds. Hurrah! Au final, malgré toutes ces conditions, même les biens d'Escobar n'ont pas été confisqués. Ainsi, Escobar a en fait réussi à berner le gouvernement. Au lieu d'une véritable peine de prison, il a déménagé dans une soi-disant prison qui, en réalité, était une villa confortable, entourée de fils de fer barbelés et gardée par ses propres hommes, depuis laquelle il continuait tranquillement à diriger son cartel, comme s'il s'agissait de son nouveau bureau. Qu'il continue à gérer ses affaires depuis la prison, c'est la Colombie. Notre peuple veut la paix. Escobar en prison, c'est une victoire. En termes d'image, non? C'est une capitulation. Lorsque l'agent Steve Murphy s'est retrouvé plus tard à l'intérieur de la cathédrale, il a été stupéfait par ce qu'il a vu. Ce qui était appelé prison était en fait un complexe de villégiature. Pablo disposait d'une grande chambre avec tapis, meubles luxueux et vue sur Medellín. Il y avait des téléviseurs, magnétoscopes et ordinateurs. Au début des années 90, c'était rare pour la Colombie. Dans la chambre de Pablo, il y avait une toile de Salvador Dali valant plus de 3 millions. À l'intérieur, on trouvait des agences, des pièces pour le divertissement, un bar avec alcool, des tables de billard et une salle de sport privée. Les détenus jouaient aux jeux vidéo et au football, comme dans un club de campagne. Des fêtes étaient régulièrement organisées, des filles étaient amenées là-bas, et la prison se transformait en bordel, où les détenus avaient un accès total à l'alcool, à la drogue et aux femmes. C'était inimaginable, mais une véritable installation anti-aérienne existait sur le territoire pour abattre un hélicoptère si nécessaire. La cathédrale n'était pas un établissement pénitentiaire, mais une mini-forteresse où il se sentait intouchable. Cela montre mieux que tout à quel point l'accord avec le gouvernement était absurde. Au lieu de vaincre le baron de la drogue, ils lui ont offert une forteresse depuis laquelle il a continué à mener sa guerre. C'est vrai, la série montre aussi des scènes où les hommes d'Escobar enterrent de l'argent. Enterre-les. Comment ça? Enterre l'argent. Pablo Escobar gagnait vraiment tellement d'argent liquide qu'il ne savait tout simplement pas quoi en faire. Les banques refusèrent ces sommes, sans endroit pour les conserver. Ces hommes enterrèrent des valises ou des tonneaux d'argent, les cachant dans les murs et sous les planchers. Ils enterrèrent de l'argent dans les champs, le cachaient à Caletos et ont même fourré $1 million dans le canapé de la mère de Pablo. D'après les souvenirs de ses proches, chaque année, Escobar perdait des millions de dollars à cause de la décomposition des billets et des ratas qui les rongeaient tout simplement. L'argent a pourri. Cette foutue caisse contenait $1 demi-million. Et dans la série, cela est montré fidèlement. Des montagnes d'argent enterrées dans la jungle et cachées dans des planques faisaient les parties de la dure réalité du cartel. Il y a une autre scène qui, à première vue, semble être une exagération artistique. Dans l'un des épisodes, Escobar, se trouvant dans une maison sans chauffage, jette des liasses de dollars dans la cheminée pour réchauffer sa fille. Tiens, prends ça. Le spectateur peut penser « Bon, ça c'est sûrement une invention des scénaristes ». Mais il est surprenant que cet épisode soit confirmé par le fils de Pablo. Selon lui, son père a vraiment brûlé environ $2 millions en liquide, juste pour que sa fille n'ait pas froid. La série montre de façon assez fidèle l'attentat à la bombe contre un avion le 27 novembre 1989. Un vol de la compagnie Avianca a décollé de Bogota à destination de Cali. Le Boeing 727 a décollé à 7h11, quelques minutes après le décollage, à une altitude de 4000 mètres. Dans la cabine, une explosion a retenti.
La bombe a explosé à l'arrière, enflammant les vapeurs de carburant et déchirant l'avion. Aujourd'hui, une bombe a explosé à bord du Boeing 747 d'Avianca. Ce type, sans le savoir, a transporté la bombe à bord lui-même. Ou peut-être qu'il le savait. On suppose que la cible était le candidat à la présidence César Gaviria, l'homme qu'Escobar considérait comme son principal ennemi et une menace pour son avenir. Gaviria n'est pas monté à bord à la dernière minute, mais l'avion a explosé, tuant tous les passagers et l'équipage. L'explosion a coûté la vie à 107 personnes, parmi lesquelles se trouvaient de simples étudiants, des hommes d'affaires, des familles avec enfants. Après cela, Escobar a commencé à être perçu non seulement comme un baron de la drogue et un assassin de politiciens, mais aussi comme un terroriste prêt à détruire des centaines d'innocents pour ses propres intérêts. Pour la Colombie, ce fut la Emporce ce fut un jour de tragédie nationale. Et pour la communauté internationale, un signal que la guerre contre le cartel atteignait le niveau de la terreur ouverte. On pourrait encore longtemps énumérer les faits fidèlement montrés dans Narcos. De l'enfouissement de millions aux assassinats politiques et attentats sanglants. Donc arrêtons-nous là. Nous avons déjà évoqué les principaux épisodes et passons à l'envers du décor. À ce qui a été déformé ou présenté de manière artistique dans la série. Il est important de se rappeler ici que Netflix n'a pas réalisé un documentaire, mais un drame. Et parfois, les détails étaient les simplifiés, parfois les personnages étaient recréés à partir de plusieurs prototypes réels, et à certains endroits, les auteurs choisissaient délibérément une fiction spectaculaire pour rendre la série plus dynamique et impressionnante. La première chose qui saute aux yeux dès le début, c'est l'image d'Escobar. Nous voyons un baron de la cocaïne presque tout-puissant, sûr de lui, qui menace ouvertement les policiers. Voici Garcia Lopez et voici Pindapine. Et avec Philippe se tient Aspiranza. Il les achète comme de la petite monnaie et agit avec une grande désinvolture, comme s'il dominait déjà la Colombie. Ta femme est une déesse, mon frère. Pourquoi a-t-elle besoin de quelqu'un comme toi? N'a-t-elle pas besoin de bijoux? Allez, mes gars, t'apporteront un autre cadeau. Dès les premiers épisodes, on a l'impression qu'il était dès le départ une figure de cette envergure, un génie du trafic de drogue qui jouait au plus haut niveau depuis le début. Je suis Pablo Emilio Escobar Gaviria. J'ai des yeux et des oreilles partout. Mais en réalité, tout était bien plus prosaïque. Pablo a débuté sa carrière dans la petite délinquance, et non dans le trafic international de cocaïne. L'une de ses premières activités consistait à voler des monuments dans les cimetières et à revendre le marbre. Ensuite, il y a eu le vol de voitures, le racket, les enlèvements contre rançon et la torture. C'est dans ce milieu criminel qu'Escobar s'est endurci et agrandi. Pas de baron de la drogue idéalisé ici dès le début. Même ses rapports avec la police étaient pas plus simples que dans la série. Il ne se comportait pas aussi audacieusement qu'Escobar tel qu'il est à montrer à l'écran, mais agissait comme la plupart des chefs criminels en Colombie à cette époque. Il payait simplement. Au début, aucun roi n'était encore sur le trône. Dans la série, Pablo est montré comme un charismatique influent, alors qu'en réalité, il est devenu grand criminel après avoir été petit voleur et racketteur. Un point intéressant concerne les proches de Pablo. Dans Narcos, nous voyons son cousin Gustavo Gaviria, qui joue un rôle important. La main droite d'Escobar est intelligente et prudente, mais la série ne montre pas son frère Roberto Escobar, dit El Osito, le petit ours. J'ai été avec vous dans Narcos une fois, oui, nous allons bien, je voulais vous raconter. En réalité, il n'était pas le dernier venu dans le cartel. Officiellement, il était le comptable en chef, responsable des flux financiers et du blanchiment d'argent. Après la chute de l'Empire, Roberto a purgé plus de 10 ans de prison avant de publier ses mémoires sur le cartel de l'intérieur. Pourquoi Netflix l'a-t-il presque effacé de l'histoire? La question demeure. Peut-être que les créateurs ne voulaient pas ajouter un personnage important de plus à l'intrigue, ou pensez-vous que Gustavo suffisait pour le drame? La comptabilité n'est pas si captivante. Mais si l'on regarde l'histoire réelle, l'absence de Roberto est un manque flagrant. D'ailleurs, en ce qui concerne le frère d'Escobar, Roberto, il y a encore une autre histoire intéressante liée à lui. Roberto Escobar a déclaré qu'il avait acquis les droits sur les noms de tous les membres du cartel de Medellín liés à sa famille, en les enregistrant comme des marques déposées, et qu'il avait également obtenu un brevet pour le mot « narcos ».
Si Netflix ne lui verse pas $1 milliard pour l'utilisation du nom de famille Escobar, des biographies des frères et du terme même Narcos, alors lui et ses amis mettront fin à ce petit show. Il a aussi dit « Dans la Silicon Valley, ces gars ont des gadgets, mais ignorent comment survivre dans la jungle de Medellín. Mais moi, je sais. » La situation est devenue encore plus tendue après qu'un membre de l'équipe de tournage de Netflix, qui cherchait des lieux pour la 4e saison, a été tué au Mexique. Dans ce contexte, Roberto a publiquement déclaré qu'il était trop dangereux de tourner sur les Escobar sans l'autorisation d'Escobar Incorporated, et il a conseillé à la société d'engager une sécurité. Une autre déformation de la réalité est le personnage de Valeria Vélez. Dans la série, elle est présentée comme la maîtresse dévouée de Pablo, qui lui reste fidèle jusqu'à la fin. Elle aide et soutient sa femme, affirmant le faire uniquement par amour pour Escobar, non pour l'argent. Non, Pablo, je ne prendrai pas l'argent. C'est pour l'aide. Je le fais pour toi. À la fin de l'intrigue, elle est tuée. Pablo, ils l'ont tué. Ils ont laissé les corps près de l'hôtel. Qui? Valérie. Les auteurs de la série montrent que la proximité avec Pablo finit toujours tragiquement. Le prototype de Valérie était Virginie Vallejo. Et en réalité, son destin a été différent. Personne ne l'a tué. Le 18 juillet 2006, l'UNB l'a évacuée de Colombie sur un vol spécial pour sa sécurité, après qu'elle ait publiquement accusé plusieurs hommes politiques colombiens d'avoir des liens avec les plus grands cartels de cocaïne du pays. Plus tard, elle a publié des mémoires scandaleux intitulés « Aimer Pablo, haïr Escobar ». Contrairement à son personnage à l'écran, elle n'a pas été tuée par Sicarius, mais est devenue témoin dans des procès retentissants et a contribué à briser le mythe de l'intouchabilité de l'élite colombienne. Le capitaine Carrillo est une autre invention artistique de Netflix. Dans la série, il est montré comme un commandant d'unité spéciale brutale et intransigeant, ennemi d'Escobar, qui défie ouvertement le cartel et mène une guerre sans compromis. Je m'en fous, je n'ai pas compris. S'il y a une guerre, il me faut les bons outils. Son image est construite de manière à ce que le spectateur voit en lui l'incarnation de la puissance de l'État, prêt à aller jusqu'au bout. Tu te prends pour un dur à cuire? Tout le monde n'est pas à vendre, Pablo. Cache-toi autant que tu veux, mais je te trouverai. Et quand ça arrivera, je te tuerai. Mais en réalité, une telle personne n'a jamais existé. Carrillo est un personnage composite qui mélange les traits de différents officiers de la police et de l'armée colombienne. Certains d'entre eux agissaient effectivement avec dureté, parfois même en dehors de la loi, mais il n'y a jamais eu de capitaine Carrillo en particulier. Netflix l'a créé afin que le public puisse clairement identifier un affrontement en face à face. Baron de la drogue contre policier. Un autre détail, pas tout à fait exact, concerne l'agent Steve Murphy lui-même. Dans la série, il est présenté presque comme le personnage principal, le narrateur, qui dès les premiers épisodes semble être en première ligne dans la lutte contre Escobar. J'ai un petit gars. Bon, le petit gars, c'est moi, Steve Murphy. Mais en réalité, Murphy n'est arrivé en Colombie qu'en 1991 déjà, après que Pablo se soit rendu et ait aménagé sa prison, la cathédrale. Pendant les premières années les plus dures de la guerre contre le cartel, Murphy ne travaillait pas en Colombie. Javier Peña y travaillait déjà bien avant, et Murphy l'a rejoint plus tard. De plus, dans Narcos, on a l'impression que les deux agents, Murphy et Peña, ont pratiquement affronté seuls l'immense empire du cartel de Medellín. En réalité, ils bénéficiaient d'une vaste machine. Des unités de la Drug Enforcement Administration, la CIA, la police colombienne, l'armée et un bloc de recherche créé pour cela, réunissant des centaines de personnes. Le travail était coordonné et à grande échelle. Peña et Murphy jouaient un rôle important, mais n'étaient qu'une partie d'une opération bien plus vaste. Il y a aussi d'autres incohérences ajoutées par les scénaristes pour le drame. Certains événements ont été déplacés dans le temps, et certains personnages sont une combinaison de plusieurs personnes réelles. Certaines choses ont été créées pour la tension, mais globalement c'est un avantage. Si la série avait été présentée comme un simple rapport documentaire, elle n'aurait probablement pas été aussi captivante. Certains détails ont été adaptés aux lois de la dramaturgie, mais dans l'ensemble, les auteurs ont préservé l'exactitude des faits principaux et l'esprit de l'époque.
C'était un bref résumé de ce qui, dans l'histoire de Pablo Escobar, s'est avéré vrai et de ce qui relève de la fiction. Et honnêtement, nous n'avons abordé qu'une petite partie. La figure d'Escobar est unique. Il est devenu non seulement un criminel, mais aussi un véritable phénomène culturel dont on peut parler sans fin. Si vous souhaitez que la conversation continue, soutenez la chaîne en vous abonnant, en laissant un commentaire ou en faisant un don.